Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue pour cet événement exceptionnel puisqu'aujourd'hui, en compagnie d'Élise Blaise. Bonjour Élise. Bonjour Martial. Voilà, nous sommes ensemble pour vous présenter ce que j'ai appelé un événement exceptionnel. C'est le Grand Prix du reportage TV Liberté 2016. Pourquoi ? TV Liberté, c'est un créateur d'informations. Tout au long de l'année, nous vous avons présenté des reportages réalisés par les personnes qui sont ici avec nous et que nous allons vous présenter tout au long de cette émission. Vous présentez aussi leur travail, dans quelles conditions ce travail s'est fait. Et nous leur remettrons de manière un peu symbolique, mais néanmoins réelle, un Grand Prix du public et le Grand Prix de la rédaction. Et comme je veux que ça soit rapide, nous voulons que ça soit rapide et vous donner à vous la parole, je vais présenter tout de suite le premier de nos intervenants, Julien Rochdy. Bonjour Julien Rochdy. Vous êtes l'auteur d'un blog intitulé rochdy.fr, on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Vous êtes publié de très nombreux articles sur l'actualité et vous faites une émission qui sur YouTube fonctionne énormément, qui s'appelle Sécession et que j'espère que nous retrouverons très prochainement sur TV Liberté. Mais là, vous êtes avec nous dans le cadre d'un reportage que vous avez fait intitulé Syrienne. Oui, Syrienne. Alors, quelle est votre question ? Parce qu'en fait, j'avais envie de contribuer à montrer une autre image de la Syrie, puisque celle que nous avions sur ce conflit civil, sur cette guerre de terroristes qui attaque la Syrie, était toujours la même dans les grands médias d'information, toujours un parti pris clair et net en faveur des rebelles, des soi-disant gentils rebelles qui en vérité sont surtout des rebelles islamistes, tandis que la Syrie du quotidien, celle des Syriennes et des Syriens du quotidien, on ne la voyait jamais. Et donc en fait, moi, par rapport au contact que j'avais sur place, j'ai eu envie de montrer une autre image de cette Syrie. Et à travers le prisme des femmes, j'ai considéré que c'était important et à la fois pertinent, puisque les mêmes qui nous rabattent les oreilles en permanence en France sur le droit des minorités et le droit des femmes, étaient ceux-là même qui, en Syrie, contribuaient à ce que le droit des minorités et le droit des femmes soient martyrisés et massacrés. Donc je pense que là, je les ai pris de travers et que ça a marché. Si vous voulez, on va regarder tout de suite un extrait. In Syria, in Damascus, where I actually live, I'm free to paint, to draw, to do whatever I want. This is how I was raised since I was a kid. I was free to do what I want. And if our president fall or the terrorists come, I don't think I will be able to do all of this. Every woman or girl won't be allowed to work or to speak their mind, and that's the time where we will say that we need freedom to live like every other woman or girls in the world. No one judges them. They work, and we see like a lot of women get high positions, and it's great. So that's why I'm glad that I'm free to do whatever I want here in Syria. Daesh s'approchait de notre maison. Ils sont entrés et ont vu mon fils regarder la télé. Il regardait une série. Ils lui ont dit « Pourquoi tu ne lis pas le Coran ?» Puis mon fils a répondu « Vous n'êtes pas les seuls à croire le Coran, nous y croyons tous. » Alors ils l'ont pris et l'ont directement tué. 2 balles sous la mâchoire et une dans sa tête. Et il était mort. Il n'avait que 18 ans. Et maintenant je suis seule, sans mon mari, sans mon fils, sans mes enfants, sans maison. À cause de Daesh. Je prie Dieu. J'espère que Dieu me vengera. Julien Rochdy, dans quelles conditions vous avez fait cet entretien, ce reportage ? Est-ce que vous avez déjà toutes les possibilités ? Vous avez été libre de le faire ? J'ai été totalement libre parce que j'ai utilisé en fait des amis sur place simplement. Je suis pas passé par le gouvernement et j'ai vraiment fait ce qu'on appelle un reportage citoyen, c'est-à-dire je suis parti avec une petite caméra. Excusez-moi pour l'expression, mais ma bite et mon couteau, en gros, c'est juste ça. Comme un légionnaire avec une caméra que je n'avais jamais même utilisée auparavant.
Je ne savais pas utiliser une caméra et en fait on s'aperçoit qu'avec peu de moyens on est capable quand même d'apporter d'autres informations et de délivrer un autre message. Ce qui je pense pour tout le monde de la réinformation que nous sommes tous peu ou prou, c'est quelque chose qui doit nous motiver et nous pousser à en faire encore plus parce qu'avec peu de moyens finalement on peut apporter un autre message. Alors rapidement, est-ce que vous avez l'idée de faire autre chose, un autre reportage? Parce que les reportages citoyens à travers le monde, on peut en faire très nombreux. Moi, peut-être pas, mais l'idée, c'est qu'effectivement, chacun d'entre nous, on puisse, avec encore une fois peu de moyens, une caméra, un son et puis un monteur qui nous attend sur place, on peut essayer même de montrer d'autres images des informations mondiales et internationales. Et c'est vrai que si on arrive à développer une agence de presse avec TV Liberté ou autre chose, d'ailleurs, je sais pas, eh bien on pourrait vraiment devenir une force de réinformation encore plus puissante. Voilà. Dans le cadre de la réinformation de tous les jours, mais aussi avec ces reportages. Voilà, ben, l'idée est lancée. Élise, à vous. On va changer maintenant, on va passer de la Syrie à l'Allemagne, on va partir à Dresde pour parler de Pegida avec Nicolas de Lamberterie. Nicolas qui est spécialiste des pays de l'Est, aussi de l'Alsace d'ailleurs, mais en grande partie, comme on verra tout à l'heure Martial avec Ferenc, de la Hongrie. Vous étiez cette fois à cette occasion donc pour rendre compte des mouvements populaires d'une très grande importance, un bastion de résistance finalement qui a lieu à Dresde autour du mouvement Pegida, donc qui luttait contre l'islamisation de l'Europe. Et dans ce cadre, vous avez rencontré Tatiana Festerling. Racontez-nous un peu les coulisses, entre guillemets, de ce reportage. Déjà, l'idée initiale, c'est que... Alors, je ne suis pas allé au cœur du problème, c'est-à-dire en Syrie, mais Julien y allait à ma place. Et moi, j'avais vu les migrants dans les Balkans, quand ils traversaient la Serbie, la Croatie, etc. Et donc, comme je les aime beaucoup, ils me collent un peu à la peau. Je me suis dit, maintenant que j'ai vu par là où ils passent, je vais aller là où ils vont. Donc je suis allé en Allemagne, qui est la destination idéale. Et effectivement, on a beaucoup parlé de Pegida depuis plusieurs années, parce que c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se réunissent tous les lundis. C'est vraiment des citoyens de base, parce que c'est pas des fous furieux, c'est vraiment monsieur et madame Durand qui vont, ou Schmitt plus précisément, mais qui vont dans la rue, qui vont écouter les discours et qui au bout de 2 heures rentrent chez eux, qui manifestent assez poliment, y compris dans le froid. Et donc j'ai estimé que c'était intéressant parce que l'Allemagne est en train de se suicider assez aimablement. Et donc il fallait montrer un peu, c'est un peu comme Astérix, il y a toute la Gaule et accepte la domination romaine, et puis il y a un petit village qui a une potion mystérieuse, en l'occurrence le village c'est Dresde. C'est assez étonnant parce que finalement c'est même pas un mouvement est-allemand, c'est quasiment un mouvement saxois, c'est Dresde, c'est un peu Leipzig, mais après en dehors, même Berlin, ils acceptent plutôt bien le phénomène migratoire. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant. J'ai rencontré Madame Festerling, qui entre-temps n'a plus de fonction à Pegida, elle s'est un peu disputée, mais ça c'est les aléas de la vie. Mais j'avais eu l'occasion vraiment de rencontrer une porte-parole extrêmement dynamique. J'en garde un souvenir assez particulier, une femme vraiment... une femme inspirante et pugnace. À poigne, un peu comme vous d'ailleurs. C'est gentil. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que ce qui était intéressant dans votre reportage, c'était toujours ce prisme de la réinformation, puisqu'on avait l'impression que dans les médias français, Pegida était un mouvement extrémiste, et comme vous l'avez dit, c'était un peu Monsieur Tout-le-Monde. D'ailleurs, on peut le rappeler aussi à cette occasion, il y a une véritable tradition de la manifestation à Dresde et en Allemagne plus généralement. Oui, c'est-à-dire que c'était déjà la ville... Et la Saxe, de toute façon, ça a toujours été, ils ont toujours eu une dimension un peu rebelle, et c'était effectivement une des villes où il y avait des manifestations qui ont contribué à déstabiliser l'ex-RDA. Et donc, ils ont repris. C'est d'ailleurs les manifestations du lundi, c'était précisément en référence aux manifestations du lundi contre le régime socialiste de l'époque. Alors, on va regarder un extrait tout de suite. Dans cet extrait, on va retrouver justement Tatiana Festerling. Angela Merkel a fait venir 1 million d'étrangers au cours de l'année 2015. Les portes sont grandes ouvertes. Les immigrés continuent à arriver, jour et nuit, sans aucun contrôle. Est-ce que cela affecte véritablement la popularité d'Angela Merkel? Parce que dans les sondages, elle ne descend pas tellement. Et d'un autre côté, est-ce que ça amène de l'eau au moulin de Pegida? Ja, natürlich. Also fangen wir beim Ausland an. Wir sind ja viel unterwegs, also auch in Tschechien beispielsweise.
scheint Frau Merkel inzwischen auch die meistgehassteste Frau zu sein in Europa. Denn Frau Merkel mutet allen anderen EU-Mitgliedstaaten ja zu, dass sie sich mit der von ihr ausgelösten Flüchtlingsinvasion hier auch auseinandersetzen sollen, beziehungsweise sie versucht das ja über eine Quotenregelung der EU zu lösen, das Problem. Aber auch in Deutschland, da klafft doch das Verhältnis zwischen den offiziell von den öffentlich-rechtlichen Medien abgefragten Umfragen und dem, was man sonst wahrnimmt oder in freien Polls, also in freien Umfragen im Internet, klafft das doch sehr deutlich auseinander. Also Frau Merkel wird, glaube ich, von fast vielen, also von der überwiegenden Mehrheit der Deutschen als die gefährlichste Frau Europas gehalten. Und Frau Merkel war es, die das mit ihren Flüchtlings-Selfies diesen Strom noch angeheizt hat. Frau Merkel ist es, die sich hier über Gesetze, über Recht und über Verträge hinwegsetzt in einer selbstherrlichen Art, dass man sich wirklich fragen muss, warum stoppt eigentlich niemand diese Frau. Donc voilà Nicolas, on vient de voir justement un passage de l'interview de Tatiana Festerling. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter parce qu'on sait que effectivement il y avait également dans cet état d'esprit le fantôme du Nouvel An de Cologne aussi qui avait frappé l'Allemagne. Alors justement au moment où j'y étais, l'info venait seulement de sortir. Et donc ça commençait à circuler, mais on était encore, je crois que c'était le 4 janvier, vraiment la première manifestation de l'année 2016, mais on était encore en train de se demander, avec des gens, avec des responsables de Pegida, si l'information était vraie, ou si c'était un fake news, si c'était une exagération, etc. Et c'est vraiment le lendemain du jour où je l'ai rencontré et où j'ai suivi la manifestation que l'information est sortie. Mais c'est vrai que Merkel se fait conspuer systématiquement. D'ailleurs, récemment, elle est allée à Dresde, il y a quelques mois, et il y avait tous les gens de Pegida qui l'ont conspuée. Mais il faut quand même reconnaître, je trouve c'est un peu dommage pour les Allemands, mais il faut reconnaître que c'est quand même un mouvement très localisé, c'est-à-dire que le reste de l'Allemagne, pour l'instant, ils votent un peu AfD ces derniers temps, mais ça n'a pas encore embrasé toute l'Allemagne, ça reste très marqué sur les anciens Länder socialistes. Alors comme je le disais tout à l'heure, Nicolas, vous n'avez pas évidemment comme champ d'action que l'Alsace ou l'Allemagne. Ou la Lorraine, effectivement. On a vu plein de vos reportages, notamment donc à la frontière serbo-hongroise. On sait aussi que vous pilotez les drones. Oui. Alors on espère qu'on pourra profiter de vos images bientôt. On devait en profiter aujourd'hui, mais il paraît que techniquement dans les studios, c'était pas possible. Voilà, il y avait une chance qu'on soit décapité avant la fin du truc. Ouais, ça aurait été dommage pour vous. Pour moi, je sais pas, mais en tous les cas, ça aurait fait mauvais genre, à mon avis, surtout en ce moment. Mais ça aurait fait le buzz. Chouette. Je vous passe la main, Martial. Et oui, et surtout que c'est pour présenter la seule femme parmi nos réalisateurs cette année. Et j'espère qu'on va avoir en 2017 plus de femmes présentes pour faire nos reportages. Mais Floriane Janin, vous êtes la journaliste à TV Liberté. On commence à bien vous connaître. Vous êtes aussi animatrice sur Radio Liberté. Vous faites la matinale le matin. Et vous êtes responsable de notre émission qui s'appelle Témoins à charge. Et c'est dans ce cadre-là que vous avez fait un reportage, il faut bien le dire, assez édifiant sur Calais. Je vous laisse en parler. Exactement, Témoins à charge. Le but de cette émission, c'est précisément de parler donc de la France, mais surtout des Français qui souffrent. Et je pense que c'est exactement ce qu'on a fait à Calais. Quoi de mieux que d'aller à Calais, le centre migratoire par excellence depuis des années. D'ailleurs, ça fait des années que ça dure. Et nous, on a choisi comme angle de ne pas s'intéresser finalement à tous ces migrants qui sont sur place, parce qu'il y avait déjà eu énormément de reportages, et ce n'est pas l'angle de TV Liberté. Et donc, on est allé voir les habitants, et ces habitants finalement qui subissaient au quotidien un peu tous ces migrants qui parfois étaient très près de leur maison, qui parfois passaient dans leur jardin, qui parfois étaient sur la rocade, et là encore une fois très près de leur maison, donc avec évidemment il fallait subir donc les gaz lacrymogènes de la police. Donc ils avaient énormément de choses à nous dire, et ça a été un témoignage qu'ils nous ont fait qui était vraiment très touchant. On va regarder un extrait avant de revenir avec vous.
Philippe, lui, vient de s'installer avec sa femme et son jeune fils de 5 ans dans une maison proche de la rocade. Les clandestins passent presque quotidiennement dans son quartier et traversent même son jardin. Son fils ne peut plus sortir jouer dehors. Il s'est fait voler son bois et son matériel dans son entrepôt par les clandestins qui utilisent toutes sortes de matériaux pour faire des barrages. Sa vie s'est vite transformée en enfer. Débordés, les CRS ne peuvent pas intervenir. Lui et ses voisins se sentent aujourd'hui totalement abandonnés. Quand on voit une horde de 50 migrants traverser son jardin et venir à moins de 5 mètres de sa maison sans qu'on puisse rien faire et que personne n'intervient, on n'est pas en sécurité. Ils sont agressifs, en fait. C'est limite eux qui nous repoussent notre jardin, alors que ça devrait être le contraire. Ils nous balancent tout ce qu'ils trouvent, en fait. Ils nous balancent des cailloux, ils nous balancent des bâtons. Ils viennent chez nous, ils se servent. C'est supermarché, quoi. Sauf qu'ils passent pas par la caisse, bien sûr. Personnellement, je dors 4 heures par nuit, quoi. Parce qu'on est un peu paranoïaque. Dès qu'on entend un bruit, on se dit ça y est, ils sont à ma porte. Après, quand ils sont pas dans les jardins, ils sont sur la rocade qui est à 500 mètres. On entend les klaxons de camions, les cris, les gyrophares. C'est des grenades lacrymogènes. C'est tiré depuis la rocade, là. Et ça atterrit dans votre jardin? Ça atterrit dans le jardin, là, regardez, à 5 mètres de la maison, quoi. Alors moi, ma fenêtre de chambre, elle est là. L'été, quand il fait 30 degrés, je peux pas dormir la fenêtre ouverte. J'ai peur de laisser mon fils dans mon jardin, tout seul, parce que j'ai peur qu'il se blesse sur des choses qui sont entassées dans le fond du jardin. On retrouve des lames de cutter dans le fond des jardins. Alors si moi je laisse mon gamin de 5 ans aller jouer dans la pelouse et qu'il se taille une lame de cutter, c'est pas... Donc le gamin, j'ai 1000 mètres carrés de terrain, il est là, sur la terrasse, quoi. Il peut pas aller plus loin. On a peur qu'il lui arrive quelque chose. Ensuite, ils ont dégradé tous les grillages, quoi. C'est porte ouverte. Au fond de mon jardin, c'est porte ouverte, ça vaut ferrer, quoi. Ils m'ont volé mon stock de bois pour l'hiver, déjà. J'ai rentré mon stock de bois pendant les vacances, il en manque les 3/4. Je vais devoir refaire rentrer du bois pour cet hiver. Le truc, il était plein, quoi, il y a 3 semaines. C'était plein il y a 3 semaines. Ça a été rempli il y a 3 semaines. Et ça a été vidé au fur et à mesure. Tous les jours, il en manque. Et on le retrouve de l'autre côté, quoi, sur la rocade. La police, les CRS qui sont sur place sont débordés. On peut pas dire de les appeler, ils sont pas là tout de suite. Le temps qu'ils arrivent, ils sont partis, il n'y a plus rien. Quand ils viennent, quand ils peuvent se déplacer, quand ils sont pas occupés ailleurs, parce que là, ici, la nuit, ça attaque dans tous les coins. Avec tous les riverains de la rue, on avait fait tous des dossiers. On avait fait des photos, des dégradations, pour que ce soit porté en sous-préfecture. Ça devait être traité, mais on n'en a jamais eu de nouvelles, quoi. Ça va faire 3-4 mois que c'est passé et on n'a pas de nouvelles. On est carrément abandonné. On se débrouille, quoi. On est limite obligé de faire la police nous-mêmes. C'est effrayant. La femme de Philippe est actuellement enceinte de leur 2e enfant et il n'est pas certain de vouloir les élever si près de la jungle et de ses nuisances. Aujourd'hui, il hésite même à déménager. Mais pourquoi Calais? Depuis combien de temps? Pourquoi cette ville concentre tous les maux de l'immigration en France depuis un peu plus de 20 ans? Donc l'idée, si j'ai bien compris, Floriane Janin, c'était de montrer qu'il y avait des Français qui souffraient et dont on se préoccupe finalement assez peu, à qui on ne donne pas la parole. Et vous leur avez donné la parole pour TV Liberté. Exactement, c'était donc précisément le but de ce reportage. Et je dirais donc pour livrer quelques anecdotes, comme vous l'avez demandé aux autres, il n'y a pas vraiment une seule anecdote. En fait, il y en a quelques milliers de toutes ces personnes qui sont au quotidien et qui subissaient. Il y avait des jeunes filles qui pouvaient se faire ennuyer dans la rue. Il y a, je pense à ce père de famille dont le petit garçon ne pouvait plus jouer dans le jardin, par exemple, avec son. Pourtant, il avait un beau jardin qui était grand, qui était fait pour jouer. C'était parfait pour les enfants. Et là, ce n'était plus possible. Il avait également eu un trou, je crois, dans son trampoline parce que une grenade lacrymogène avait éclaté dans son jardin, c'est dire. Donc il y avait un trou quand même comme ça dans le trampoline. Donc on se dit pas de bol si jamais on avait été dehors à ce moment-là. Finalement il y a un peu il y a plein d'anecdotes et ce que je vous conseille de faire, c'est surtout de regarder ce reportage, vous en saurez plus. On va le regarder sur TV Liberté si ce n'est déjà fait. Vous avez été aidé sur place ?
aidé. Eh bien, écoutez, j'étais avec une deuxième personne qui m'a bien aidée pour ce reportage. Et on a eu quelques contacts avec les Calaisiens en colère. Et on les remercie encore de leur participation parce qu'ils nous ont bien aidés à trouver des témoignages. Mais après, globalement, ça s'est plutôt fait au porte-à-porte. Les gens avaient tellement de choses à dire que ça sortait assez naturellement, en fin de compte. Alors, au printemps prochain, il y a Témoin à charge qui revient. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite thématique exactement, une petite idée de ce que ça va être. Alors encore une fois, on va parler des Français qui souffrent et donc, là, à la fin de cet hiver, évidemment, on a tous pensé aux SDF qui sont dans la rue et donc ça va être ça, l'angle, ça va être ces SDF qui souffrent, mais on va faire un petit peu d'investigation par-dessus pour voir quelles sont un petit peu les associations qui sont pourtant censées aider des SDF, mais qui finalement, par certains liens, on le verra dans ce reportage, favorise plutôt des migrants ou alors des réfugiés. Comment est-ce que ce terme apparaît exactement également et donc ça va être ça, voilà, les SDF un petit peu par rapport aux migrants, ça va être l'angle. Voilà, à la fin de l'hiver, on fera le point, donc ça sera pour un Témoin à charge au printemps prochain. Élise, je vous laisse la parole. À présent, on va parler un petit peu de politique en tant que tel avec Jean-François Luc. Alors vous nous avez permis d'avoir un reporter de choc sur place aux estivales de Marine Le Pen. Donc c'était en septembre dernier, c'était à Fréjus et c'était un peu ce qui marquait finalement le début le lancement de la campagne du Front National dans la lignée de la présidentielle. Tout à fait. En fait, l'objectif de ce reportage était, d'aller sur le fond des choses, parce que bien souvent, les médias mainstream se contentent, de mettre en épingle, de monter en épingle, en tout cas, des querelles internes réelles ou supposées, mais n'abordent jamais les sujets de fond. Quels sont les axes principaux du programme, comment va évoluer ou comment a évolué le Front National. Tous ces sujets-là sont toujours passés à la trappe. Donc l'idée, c'était là vraiment d'aller sur le fond, d'interroger bien sûr les cadres, y compris Marine Le Pen, mais également d'interroger les militants, les sympathisants, pour prendre un petit peu la température aussi de ce qu'allait être cette campagne présidentielle. Et on voit aujourd'hui que l'ambiance tout à fait, d'enthousiasme qui entourait ces estivales se traduit aujourd'hui dans un élan assez fort, puisque je crois que Marine Le Pen est créditée dans le dernier sondage de 27%. C'est grâce à votre reportage, d'ailleurs. Sans doute, oui, tout à fait. Oui, parce que justement, on voit que selon les moments de cette réunion, il y avait en gros entre 3 000 et 7 000 personnes, ce qui est quand même relativement important pour une réunion décentralisée, puisque c'était donc, comme je l'ai dit, à Fréjus, même si c'est évidemment une ville Front National. Vous avez le sentiment que déjà, à ce moment-là, en septembre dernier, les premiers jalons étaient posés pour cette campagne présidentielle et que tout était déjà lancé, tous les feux étaient ouverts pour réussir une bonne campagne présidentielle ? En fait, déjà à ce moment-là, le contexte national et international était quand même favorable, mais un certain nombre de choses sont arrivées depuis. On sait que l'année 2015 et 2016 ont été malheureusement marquées par des attentats, par la crise des migrants, par un certain nombre de phénomènes que dénonce le Front National depuis longtemps. Et c'est vrai que ça a donné un petit peu un élan, puisque finalement ce qui a été jusqu'à présent analysé par le Front National se traduisait aussi dans le quotidien des gens. Et donc ça a permis effectivement, les estivales ont aussi mis en exergue en quelque sorte la capacité du Front National à répondre à ce type de problématiques. Alors c'était il y a environ 6 mois à peu près, on va regarder un extrait, c'est un extrait avec Louis Alliot qui nous fait part, comme on vient de le dire, de sa confiance pour les élections présidentielles. C'est le lancement des hostilités et qui va préparer à la fois le projet, mais aussi l'organisation et l'intendance. Mais je pense que l'actualité parle d'elle-même et évidemment cette présidentielle se jouera autour d'un projet à la fois économique mais adossé à une certaine idée de la France et à la défense de notre identité. Ça ne fait aucun doute aujourd'hui. Ce qui serait bien, c'est que les journalistes que vous êtes, parce que c'est une question de démocratie, aillent voir ces banques en disant mais comment ça se fait que vous financez tous les candidats sauf Marine Le Pen, alors que c'est à peu près sur le plan financier la candidature la moins risquée. Pourquoi les candidats de l'UMP trouvent des financements alors que l'UMP a 80 millions d'euros de dettes ? Comment M. Mélenchon réussit à faire financer par les banques sa campagne présidentielle ?
et pourquoi les banques françaises, refusant ainsi de participer à un processus démocratique, refusent de financer ma campagne. C'est ça la question qu'il faudrait que vous leur posiez. Alors, dans cet extrait, Jean-François, on a également vu la présidente du Front National parler de la difficulté qu'elle avait à trouver des banques capables de lui prêter de l'argent. On voit que finalement, rien de nouveau sous le soleil. Oui, c'est effectivement comment dire, peut-être un moyen qu'a le système de combattre le Front National, je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas Emmanuel Macron qui a ce type de difficulté. Marine Le Pen, après, présente aussi la problématique de manière plutôt politique. Donc c'était aussi intéressant d'aborder les choses de cette manière-là, plutôt que d'être dans la victimisation. Des projets pour l'avenir, un prochain reportage à proposer à TV Liberté ? Tout à fait. En tant que Marseillais, Marseille est une ville qui est voilà, personne n'est parfait, mais Marseille est une ville tout à fait riche de paradoxes notamment, puisque c'est un port, c'est une ville où l'immigration est massive, mais c'est aussi une ville où l'identité provençale est préservée dans un certain nombre de quartiers. Alors je pensais faire par exemple un petit reportage sur la préservation de l'accent marseillais, qui est vraiment un aspect identitaire ici, sur un certain nombre aussi de traditions qui existent, notamment à Château-Gombert, qui accueille tous les ans un festival de musique traditionnelle. Il y a énormément de sujets possibles. Eh ben, on accueillera tout ça avec un grand plaisir. On se rappelle en 2015 un très beau reportage sur les santons. Sur les santons et sur les desserts de Noël aussi. Les desserts de Noël, vous avez gardé ça à l'esprit. Pierre-Antoine Plaquevent, alors là, vous êtes parti en Russie. Vous êtes parti en Russie. Vous êtes journaliste indépendant, il faut que je vous présente quand même avant. Vous animez le site métapolitique des non-alignés.fr. Comment ? Oui, je ne le referai pas. Vous êtes pionnier finalement un peu de cette réinformation depuis sa création en 2010, en ce qui vous concerne. Vous travaillez aussi pour TV Liberté, où vous collaborez à de nombreux sites francophones de réinformation. Et là, vous vous êtes rendu à Moscou pour le salon militaire, alors que j'ai découvert avec vous, il faut bien le dire, qui est le salon militaire le plus important de la Russie. Ça s'appelle la Patriot Expo, et c'était bien évidemment en 2016. Oui, c'est ça, Martial, tout à fait. Je me suis rendu à Moscou pour ce colloque qui s'appelle Patriot Expo. Donc, c'est la plus grande exposition d'armement de Russie. C'est un peu comme l'Euro-Satori en France. Donc effectivement avec le site des non-alignés, qui est un site de métapolitique avec lequel j'ai interviewé beaucoup de personnalités. J'avais interviewé Xavier Moreau, qui m'a suggéré de le suivre sur ce salon, puisque lui-même devait y aller, et lui-même en tant qu'ancien militaire est spécialiste de ces questions. Donc dans ce reportage, on le voit nous présenter les différents systèmes d'armes russes et nous expliquer aussi le dommage que la France ne soit pas présent à ce festival, ce colloque du fait des sanctions. L'intérêt pour nous de faire ce reportage, c'est de montrer aussi que on parle souvent du monde multipolaire, de géopolitique qui est en train de changer au niveau mondial. C'est de montrer que l'instrument de cette géopolitique, ça reste l'armée et ses moyens. Et si la Russie arrive à peser dans le monde et à être un levier pour le monde multipolaire, c'est grâce à son armée. J'ai eu accès aussi à des images tournées par une chaîne de télévision russe, grâce à notre consoeur Daria Dugin, que je remercie au passage, ce qui a donné aussi une ampleur plus grande à ce reportage. Et ce qui est à voir peut-être avec ce reportage, pour en comprendre l'esprit, c'est une interview qu'on a fait ensuite avec Xavier, qui est passé aussi sur TV Liberté, qui s'appelle « L'armée russe, vecteur de multipolarité », qui expose, où Xavier expose justement toutes ces thématiques. Donc c'est un reportage, je pense, qui peut autant intéresser les férus de la chose militaire que les gens intéressés aux questions internationales et des géopolitiques. Ça a eu beaucoup de succès, parce que ces images, seule TV Liberté en France en Exactement. disposait. C'est un énorme succès, et beaucoup de demandes aussi qui nous ont été faites de autres télévisions pour avoir vos images. On va découvrir ces images-là, on va retrouver d'ailleurs Xavier Moreau, je crois. Donc là, nous nous trouvons face à un matériel qui est aussi bien connu des spécialistes, qui est le S-300. On en a parlé la première fois au moment du conflit en Yougoslavie, puisqu'il est clair que si les Serbes avaient eu ce matériel, il aurait été impossible pour l'OTAN de bombarder impunément les villes
les villes serbes. Plus récemment, ce matériel aussi a fait parler de lui puisqu'il vient d'être livré par la Russie à l'Iran au terme d'un contrat qui avait été suspendu au moment des sanctions contre l'Iran. C'est un matériel qui permet de sanctuariser un territoire qui peut frapper un aéronef jusqu'à 27 km d'altitude avec une munition supersonique. On peut ajouter que les Russes, eux, sont passés déjà aux générations suivantes, c'est-à-dire les S-400 et les S-500. Ce matériel-là est bien connu. Pour ceux qui regardent le défilé du 9 mai sur la place Rouge, c'est quelque chose qu'on le voit chaque année. Il s'agit du système d'armes Topol, qui est en fait un système de missiles balistiques capable d'emporter une charge nucléaire jusqu'à 18 000 km. Et cela fait partie, bien sûr, de l'armement nucléaire de la Russie et de la force de dissuasion nucléaire russe. Oui, alors justement, dans cette exposition, il y a une partie qui est, on va dire, ouverte au public, où toutes les armes les plus connues sont montrées. Et il y a une partie pour les professionnels, où là, c'est un peu les nouvelles technologies en la matière qui sont exposées pour les professionnels. Voilà, l'idée, c'était, comme je vous ai dit, de montrer un petit peu l'actualité de la puissance militaire et de la technique militaire russe. On peut souligner aussi qu'aujourd'hui même, où nous réunissons, c'est le 23 février, le jour des défenseurs de la patrie en Russie, qui est un jour... Il faut se lever là, non ? Pour l'instant, on est en France, donc mais en tout cas, c'est un jour important et c'est intéressant de voir. C'est un petit peu l'équivalent c'est un peu comme la fête des pères, mais c'est vraiment les militaires qui sont mis en avant. On va voir que les militaires sont mis en avant aussi en France, puisqu'il y aura un reportage, on verra tout à l'heure, qui a été fait de la même manière d'ailleurs avec la France. Donc vraiment les militaires à l'honneur sur TV Liberté, ça ne vous surprendra pas, ça ne nous surprendra pas. Mais est-ce que le projet, le suite de reportages, vous avez des idées déjà ? Alors oui, il y a différents reportages qui sont en cours de préparation, mais précisément sur cette question, ce qui serait intéressant de produire peut-être ultérieurement, c'est de montrer en fait comment en fait, alors que nous on avait à l'ouest, on va dire, on voyait la menace soviétique, mais comment en fait dans l'Union soviétique s'est maintenue, et notamment dans l'armée, une tradition nationale qui a perduré et qui a permis maintenant à la Russie de revenir à des concepts de souveraineté et de patriotisme, alors même qu'on imaginerait une Russie communiste. Et en fait, comment l'armée a su maintenir malgré tout quelque chose de national qui maintenant se réveille, quoi. Dernière question, vous pensez-vous que quand on parle de la Russie, il faut une réinformation que TV Liberté, là dans le cas présent de TV Liberté, a un rôle ? Ah oui, TV Liberté a vraiment un rôle à jouer, parce que TV Liberté, je pense, est le seul canal de réinformation qui puisse justement produire de vrais reportages, et pas juste des interviews ou juste quelques éclairages avec des personnalités. Là, je pense que l'avenir, ce sera justement de développer, comme on a fait avec ce reportage, mais d'autres types de reportages, de les produire et de les réaliser pour informer le public européen. Merci Pierre-Antoine, merci beaucoup. Élise ? Alors on va passer des soldats à un autre petit soldat de la rédaction, Hervé Grandchamp, qui est journaliste à TV Liberté donc depuis 3 ans, 3 années éprouvantes, puisque vous avez eu droit... pour Hervé, qui a quand même eu droit à quelques claques de nuit debout et à d'autres amusements sympathiques. Non ? Bonjour Élise. C'est toujours un plaisir. Oui, éprouvant ces 3 années, tout à fait. Alors en tout cas aujourd'hui, Hervé, vous êtes avec nous pour parler d'un reportage que vous avez réalisé pour la cause de la Fondation Polémia, donc chapeauté par Jean-Yves Le Gallou, avec qui vous présentez Immédiat sur TV Liberté. C'était un reportage en Corse qui se déroulait 3 mois après les événements de Cisco. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous rappeler, c'était quoi les événements de Cisco ? Cisco, c'était une famille maghrébine qui avait voulu privatiser une plage et qui ne pouvait pas accepter que des touristes prennent des photos. Et donc ils ont agressé non seulement les touristes, mais aussi les Cisquais. Et là, les Cisquais n'ont pas vraiment apprécié de se faire agresser. Mais là, c'est parti, comme on dirait dans les médias. Ce que les Corses ont voulu mettre en avant, finalement, c'est qu'ils étaient victimes d'une certaine forme de racisme anti-blanc et que les pouvoirs publics, les autorités publiques, on n'avait pas grand-chose à faire du fait que ce soit une forme de racisme anti-blanc, quoi, quelque part. C'est ça, alors, c'est une agression de la population corse par une population que eux ils appelaient les Maghrébins. Enfin voilà, c'est les Maghrébins qui agressaient la population corse. C'est comme ça qu'ils l'ont vécu. De la même façon, notamment aussi au Jardin de l'Empereur, à Ajaccio, où des Maghrébins se sont amusés à donc caillasser. Donc le Jardin de l'Empereur, pour qu'on comprenne bien, c'est pas un parc public, c'est plutôt une cité. Un quartier, une résidentielle. Exactement.
Ajaccio. Et ils ont allumé, comme presque chaque année, ils allumaient des feux. Les pompiers sont montés dans le quartier des Jardins de l'Empereur et ils ont caillassé, même lancé des barres de fer sur les camions de pompiers, sur les pompiers. Et ils ont... Les habitants d'Ajaccio ont répondu avec force, ils sont montés jusqu'au jardin, ils ont manifesté très très fort, au cri notamment de « Arabi Fora ». Et ça c'est le mot qui a marqué les médias, parce que ce cri a été considéré dans absolument toute la presse comme un acte raciste. Les Corses étaient racistes. C'est là le but et le cœur du reportage. Est-ce que les Corses étaient racistes ? Pourquoi ce cri ? Est-ce qu'ils étaient réellement racistes ? A priori, le reportage montre que justement, c'était une manifestation populaire de défense contre une première agression. Alors on va regarder un extrait tout de suite avec un jeune Cisquais qui va nous livrer justement sa version des faits sur les événements de Cisco. La scène s'est produite ici, à la crique. Les jeunes Cisquais étaient sur le rocher comme à leur habitude. Les Arabes ont posé ce panneau ici, sur le parking, dans l'idée de ne pas se faire déranger, de privatiser la plage. Les touristes qui étaient ici prenaient des photos. Les Arabes qui étaient sur la plage pensaient que les photos leur étaient destinées, que c'était eux l'objet de la photo. Du coup, les Arabes, dans l'énervement, ont commencé à balancer des pierres sur les touristes. Les jeunes Cisquais, en voyant ça, ont commencé à regarder. Les Arabes se sont tournés vers les Cisquais et ont commencé à agresser les jeunes Cisquais, à leur tirer des pierres, à les frapper et à en prendre un coup de machette. Ensuite, les jeunes Cisquais, dans la peur, sont allés au Galion pour trouver du renfort. Les Cisquais sont directement venus. Tout le monde est venu ici pour défendre les jeunes Cisquais. Quand ils sont arrivés, les Cisquais, ils ont vu que les Arabes étaient armés, avec un harpon, des battes de baseball. Les Cisquais ont de suite répliqué pour défendre les jeunes. Ils sont allés, ils se sont battus. Contrairement à tout ce que l'on peut dire, c'est pas une rixe. On s'est clairement fait agresser. Les Cisquais, dans l'énervement, se sont retournés contre les voitures des Arabes, les ont retournées et les ont brûlées. Ils ont cramé, clairement. Et ici, vous pouvez voir tous les restes des voitures qu'il y a, les arbres brûlés ici. Les Arabes sont partis aux urgences, car il y a eu altercation, il y avait des gendarmes, il y avait les pompiers. Alors là, Hervé, on voit qu'effectivement, la version de ce jeune homme n'a pas grand-chose à voir avec celle qu'on a pu voir sur BFM, iTélé, etc. en boucle. La version des médias, c'était rixe entre communautés. La version de mon jeune Cisquais, c'est une agression de Maghrébins sur des Cisquais. Voilà, tout simplement. Il était important de se rendre sur place, de pouvoir faire l'interview sur place, pour pouvoir voir dans quel cadre cette agression s'était passée. Ce qui était assez amusant, c'est que malgré tout, 3-4 mois après, eh bien, on voyait encore les marques de cette agression. Je dirais même de la réponse des Cisquais, c'est-à-dire l'endroit où des voitures avaient brûlé, des arbres qui étaient encore calcinés, etc. Donc, plusieurs mois après, l'agression, la réponse plutôt des Cisquais, était encore là et présente peut-être même en exemple pour donner une leçon aux futures personnes qui voudraient agresser les Cisquais. Vous avez été bien accueilli, Hervé, ou vous avez été victime de racisme anti-parisien ? Anti-parisien, oui, sûrement. Non, très très bien. Ils étaient absolument charmants. Ça s'est très bien passé. Est-ce que les femmes peuvent aller boire dans les cafés ? Les femmes peuvent aller boire et, chose extrêmement marquante, on peut même fumer dans les bars et les cafés, chose qu'à Paris on ne peut pas faire. On va migrer en Corse alors. Voilà. Mais je vous propose qu'on migre déjà à Budapest là, pour l'instant, parce que lui, il arrive de Budapest il y a quelques heures. Ferenc Almasi, merci déjà d'être là. Merci à celui qui est venu de Marseille et celui qui est venu de Strasbourg et de partout. Mais vous êtes arrivé de Budapest parce que vous êtes journaliste indépendant, basé en Hongrie, donc on l'a bien compris. Vous êtes collaborateur au Visegrad Post et vous faites des reportage pour TV Liberté, souvent dans cette partie de l'Europe qui est bouillonnante, dans laquelle il y a beaucoup de choses qui se créent. Et là, on a retenu un reportage qui vous a, non pas qui a été réalisé en 2016, ça serait un peu faux de le dire, mais qui a été préparé en 2016, qu'il a fallu beaucoup de temps de préparation, je vous laisserai en parler, et c'est l'entretien avec celui qui aurait dû être le président de l'Autriche, Norbert Hofer, et qui devait remporter la présidentielle en Autriche. Ça n'a pas été le cas.
Tout à fait, merci de l'invitation. J'ai beaucoup travaillé en 2016 avec Nicolas de Lamberterie. En fait, on travaille parfois en binôme donc sur la région. Donc cet entretien avec Norbert Hofer, c'était assez difficile à faire. C'était des mois de travail en amont, puisque pour les gens qui ont suivi l'élection autrichienne en 2016, donc il y avait l'élection présidentielle qui a démarré donc au printemps pour se terminer seulement en décembre, après 2 reports du deuxième tour, suite à des irrégularités. Donc il y a eu d'abord des irrégularités, c'est-à-dire des comptes, des votes par correspondance qui a priori, il y a eu des irrégularités, donc ça n'a toujours pas été parfaitement éclairci. Ça a été reporté. Ensuite, c'était la colle des enveloppes qui ne collait pas. Ça a été découvert à peine 10 jours avant le second tour. Et il a fallu donc encore un second tour au mois de décembre, où finalement, alors que Norbert Hofer était en tête au second tour initialement, il l'aurait été sans doute aussi lors du premier report, mais tout le système a mis les bouchées doubles pour faire perdre le candidat du FPE. Et puis ça aboutit donc avec une défaite de peu de Norbert Hofer le 4 décembre. On a pu donc le rencontrer il y a peu et faire un entretien avec lui sur ce qu'il projette de faire une fois président, puisqu'il n'a pas renoncé. Et aux prochaines élections, dans 6 ans, il compte bien se lancer et remporter l'élection. Si vous permettez, avant de revenir à vous, on va regarder Norbert Hofer. Il donne un peu, dans cette court extrait, sa vision de l'Europe, ses craintes aussi, et puis d'ailleurs ses projets. On le regarde. Ich glaube, dass man Donald Trump als Präsidenten erst beurteilen wird können, wenn er längere Zeit gearbeitet hat. Aber was wir jetzt schon sehen ist, dass er ein Präsident ist, der ganz, ganz stark die Interessen seines Landes vertritt, vielleicht auf eine andere Art und Weise, als das Vorgänger getan haben. Man hat auch die Präsidentschaft von Obama erst nach einiger Zeit beurteilen können. Guantanamo ist immer noch in Betrieb. Es gab, obwohl es den ersten afroamerikanischen Präsidenten gab, Rassenunruhen in den USA. Er hat auch sehr viel Positives gemacht. Und auch Trump wird man dann beurteilen können, wenn er einige Zeit im Amt ist. Aber ich sehe eine riesige Gefahr für Europa. Ich sehe ein stärker werdendes US-Amerika. Ich sehe, dass Russland wohl stärker werden wird. Ich sehe, dass China immer stärker wird. Und wenn jetzt Europa nicht in der Lage ist, die Probleme, die es zweifellos gibt, jetzt zu lösen und sich auf Wirtschaftspolitik zu konzentrieren, das war nämlich die Idee der Gründerväter, dass wir ein wirtschaftlich starkes Europa schaffen. Wenn wir das nicht tun, dann wird Europa im Vergleich zu diesen 3 großen Mächten massiv an Bedeutung verlieren. In Frage gestellt wird, also werde ich meinen Beruf weiter ausüben können, wird meine Frau diesen schweren Weg mit mir gemeinsam schaffen, werde ich mein Haus jemals wieder betreten können, wenn es im Haus Stufen gibt. Also alle diese Fragen stellt man sich und man geht dann mit einer völlig anderen Einstellung durch das Leben. Ich musste sehr kämpfen, um wieder auf die Beine zu kommen. Es war der brutalste Kampf, den ich in meinem Leben bisher absolvieren musste, aber es war etwas, wo ich sehr viel lernen durfte. Und ich glaube, dass diese Entschlossenheit gepaart mit einer gewissen Gelassenheit, mit einer freudigen Gelassenheit, wenn man weiß, wenn ich etwas konsequent umsetze und wenn ich ehrlich und geradlinig bin, dann erreiche ich mein Ziel irgendwann. Das habe ich jetzt auf meinen Kampf im Rahmen meiner Behinderung bezogen, aber das kann ich auch auf die Politik umlegen. Alors, on voit bien dans cet extrait, comme vous l'indiquiez tout à l'heure, il a vraiment l'idée qu'il va remporter la prochaine élection présidentielle. Oui, en fait, même d'une manière plus large, il y a des espoirs très importants pour les succès du FPE d'une manière générale. En 2018, il y aura les élections législatives aussi. À l'heure actuelle, toutes les indications montrent que le FPE est en tête. Mais voilà, il n'a pas renoncé lui personnellement à la présidence. Aujourd'hui, c'est Alexander Van der Bellen qui a gagné. Donc c'est un candidat qui était anciennement des Verts, qui a participé à l'élection en tant qu'indépendant, mais c'est quelqu'un d'extrême gauche qui c'est quoi, c'est l'équivalent en France, si on devait dire, comme Benedict Oui, quelque part en équivalent comme Benedict, pour faire simple, oui, on va dire, ou Eva Joly. Eva Joly correspondrait peut-être mieux, en fait, ouais, ça serait l'équivalent. C'est quelqu'un qui, lors d'un de ses premiers discours, s'est excusé de devoir parler allemand et pas pouvoir parler anglais.
Donc voilà, on saisit tout de suite le personnage. Il a été soutenu par à peu près tout le monde contre le FPE. Donc ça montre bien la force du FPE qui aujourd'hui est véritablement devenu le premier parti en Autriche. Et c'est qu'une question de temps pour qu'ils accèdent aux plus hautes fonctions, y compris la présidence. Et ça, Norbert Hofer l'a bien compris. Allez, juste un petit point encore sur Budapest, sur la Hongrie, la situation. Comment vous la vivez et quels sont vos projets de reportage ? Écoutez, en Hongrie, ça se passe très bien. On a fait un mur et le pays est en ordre. Pour le reste, j'ai personnellement des projets de reportage pour cette année, notamment un sur le post-communisme en Hongrie. Également un sur les Balkans, puisque la situation est relativement instable actuellement. Et enfin, on a aussi un projet avec Nicolas de reportage sur Viktor Orban. Je suis sûr qu'il intéressera beaucoup de monde. Voilà, oui, je pense qu'on peut essayer de trouver aussi des studios pour TV Liberté à Budapest. Eh ben pourquoi pas. Ce serait pas mal. Je suis pour. Vous accueillez ? Absolument, oui. Bon. Oui, il y a un autre endroit, je crois que vous aimeriez bien retrouver. Je m'attends au pire. C'est la Baule, Martial. Oui, ça c'est sûr. Alors justement, on va aller à la Baule avec le reportage sur les universités d'été avec Nicolas Faure. Bonsoir Nicolas. Oui, bonsoir. Alors Nicolas, vous êtes rédacteur web, collaborateur avec Brésinfo, avec TV Liberté aussi, et vous êtes également le porte-parole de l'association Liberté Entraide. Alors juste un mot, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste cette association ? Alors c'est une association qui vise à aider les citoyens confrontés à l'arrivée de migrants dans leur commune en leur fournissant une aide logistique, de conseils, un accompagnement. Aussi, argumentaire, juridique également et des argumentaires, voilà. Et puis une présence sur le terrain, c'est aussi le plus important pour les aider à répondre à cette arrivée souvent mal vécue. Alors pour ce reportage, donc vous étiez en septembre dernier, au moment de l'université d'été des Républicains, donc LR. C'était bien évidemment avant la primaire de la droite et du centre, donc tous les candidats étaient réunis. Vous avez eu droit au discours de Nicolas Sarkozy, de François Fillon, qui à l'époque pesait presque rien dans les sondages, de l'autre, en revanche, ténor, de l'autre côté de Nicolas Sarkozy, d'Alain Juppé. Ce que je vous propose de faire, c'est de regarder tout de suite un extrait. Mais le débat, il doit se faire sur le fond. Qu'est-ce qu'on veut faire sur l'immigration ? Qu'est-ce qu'on veut faire sur les fichiers S ? Quelle politique fiscale est-ce qu'on propose ? TVA sociale, baisse de charges, exonération des droits de succession. Donc il y a des très beaux thèmes de débat. Mais est-ce que la France pourra vivre libre si elle est attaquée de l'intérieur ? Alors je vous le dis, nous avons un véritable problème en France avec l'islam. Quand certains sont vigoureux sans être sérieux, d'autres sont rigoureux sans être assez vigoureux, et puis des idées qui me sont propres, mais qui sont massivement soutenues par nos sympathisants, à dire vrai. Je suis favorable à un impôt sur le revenu universel et proportionnel. Une vraie réforme de l'impôt sur le revenu, c'est soutenu par 70% des sympathisants de la droite et du centre. Je suis favorable dans l'univers globalisé d'aujourd'hui au droit du sang, enrichi par un processus fluide de naturalisation de personnes assimilées, mais à la base, le droit du sang, c'est soutenu par 62% de nos sympathisants. Et c'est plutôt moins partagé d'ailleurs par les sympathisants du Front National. Et puis une troisième proposition qui est changer totalement la politique du logement, et en particulier du logement social, qui est une politique qui est ruineuse et qui ne fonctionne plus. Voilà, quelques idées. Alors tout d'abord, peut-être Nicolas, un petit mot sur Hervé Mariton, qui n'a jamais rechigné à un ralliement inopportun ou opportun, on ne sait pas, parce qu'on a vu qu'après il avait rallié Alain Juppé. Alors c'est quelque chose qui était assez étonnant, parce qu'effectivement quand on l'avait interrogé, il avait été très ferme sur ses principes, il se présentait comme un candidat des valeurs, qui était prêt à aller au bout pour ses idées. Et au final, on s'est rendu compte qu'il avait rejoint effectivement Alain Juppé, ce qui, quand on est... proche de ses valeurs, Juppé. Oui, mais quand on se prétend en tout cas proche des valeurs de la Manif pour tous, c'est certain que Alain Juppé n'est pas le choix naturel. Donc c'est assez étonnant, effectivement. Et puis dans l'extrait, on a également vu un discours assez dur de François Fillon qui disait vouloir battre, je cite, la firme Le Pen. Finalement, avec le recul, quand on voit ça, on se rend compte qu'il y avait déjà cette opposition entre Marine Le Pen et François Fillon qui aujourd'hui occupe les deux premières places dans les sondages, puisque Marine Le Pen est à 28% à l'heure où nous parlons, 27-28%, et François Fillon est désormais quand même repassé au-dessus des 20%. Alors, il y a quelque chose de très clair, c'est que tous les candidats de la primaire de la droite ont fait référence de près ou de loin, certains de façon moins marquée c'est vrai, mais à combattre le Front National. C'est vrai que François Fillon à l'époque avait insisté là-dessus,
Et bien malin, effectivement, celui qui pensait qu'il allait gagner la primaire, puisque, alors, pour redonner un peu le contexte, on a fait quasiment 15 reportages écrits et près d'une dizaine d'entretiens avec des personnalités des Républicains, dont un certain Bruno Retailleau à l'époque. On a eu la surprise de voir des Brésinfos repris dans des très grands médias grâce à cette interview de Bruno Retailleau, parce que les grands journalistes parisiens avaient finalement un petit peu de mal à saisir qui était cet homme. Donc nous, on les a aidés puisqu'on le connaissait depuis un peu plus longtemps qu'eux. Et, parce qu'il est président de la région Pays de la Loire. Voilà, c'est un grand ténor de la région. Et François Fillon. Oui, exactement. Après avoir été avec Philippe de Villiers. Effectivement. Et donc il y avait cette opposition au Front National. Et c'était tellement étonnant de voir d'imaginer François Fillon remporter cette primaire que les militants, même fillonistes, même juppéistes, pariaient à l'époque sur la victoire de Nicolas Sarkozy. Voilà, c'était le pari de certains militants qu'on avait pu rencontrer qui, alors dans le reportage, on le voit pas très bien, mais l'arrivée de Nicolas Sarkozy à une primaire ou un rendez-vous politique, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. On a une nuée de journalistes. C'est donc, alors certes, ce reportage-là, c'était pas dans une épopée aventureuse dans une zone de guerre. C'était la Baule, c'est pas Raqqa. Mais quand on est au coude à coude avec un journaliste de TF1 et de BFM pour obtenir des images de Nicolas Sarkozy, je peux vous dire que c'est quelque chose d'assez intense. Et cette ferveur qu'il y avait autour de Nicolas Sarkozy en faisait le favori pour certains des militants, des candidats, d'autres candidats. C'était assez étonnant. Et puis je crois que lui jouait le jeu, parce qu'il avait un peu fait la diva en exigeant de parler en dernier, etc. etc. Donc lui aussi pensait qu'une grande lignée s'ouvrait à lui pour 2017, faute d'avoir réussi 2012. Exactement, et donc c'est vrai que c'était assez étonnant de le voir si haut dans les sondages, mais bon, c'est le jeu des primaires. Voilà. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Exactement. Allez, le dernier de nos réalisateurs présents aujourd'hui, il y en a d'autres qu'on va citer qui ne sont pas là, c'est Arnaud Soyer, mais les derniers seront aussi les premiers, vous le savez. Vous êtes directeur de la production de TV Liberté, je vous laisse prendre le micro. Vous êtes aussi le producteur de l'émission Bistro Liberté, donc on se connaît bien finalement, et vous réalisez aussi des reportages sur le compte de la chaîne, pour le compte de la chaîne. Et là, vous avez tourné en 2016, l'équivalent en fait de ce que Pierre-Antoine avait fait, mais pour l'armée française, c'est-à-dire que vous avez tourné pour mettre en lumière les moyens de l'armée actuelle, les plus performants. Oui, c'est exact. On demande beaucoup à l'armée, mais on lui donne peu. On lui donne peu matériellement, mais on lui donne peu également sur le cœur, sur les sentiments. L'armée est très souvent victime d'une forme de désinformation. On lui attribue des responsabilités dans des massacres pour lesquels elle n'est pas mêlée. C'est donc ça qui m'a intéressé et je voulais mettre en première partie, une partie plus festive, plus amusante. J'avais trouvé le reportage que vous avez évoqué tout à l'heure assez intéressant et assez amusant. Il y avait une espèce de manifestation un peu cocasse. Il s'agit de la démonstration des possibilités de l'armée de terre. Alors en quoi ça consiste ? En fait, vous avez une espèce de tribune avec des militaires de tous les pays, d'Inde, de Russie, d'Angleterre, vraiment de tous les pays. Et puis au milieu, vous avez une espèce de spectacle avec une petite guérilla qui est factice et qui est reproduite sous vos yeux. Et ensuite, bien entendu, ce même personnel international militaire est invité à aller dans un salon dans lequel on voit les derniers cris du matériel militaire français. Voilà. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient peut-être, je dirais, des questions que j'avais envie de poser lors de la conférence de presse, notamment pourquoi on n'a pas choisi le fusil français, mais on a choisi le fusil allemand pour renouveler le FAMAS. Même question, est-ce qu'on vous a laissé libre et comment déjà vous avez eu les autorisations ? Alors on a eu les autorisations par le CIRPA directement, qui nous suit et nous connaît. Et nous a autorisé donc à venir, à filmer. J'ai d'ailleurs été assez étonné parce que nous étions vraiment, parmi toutes les télévisions qui étaient invitées et radios, nous étions les seuls à être venus avec du matériel. Les autres étaient là en vacances, en touristes, et nous sommes les seuls à avoir filmé. Donc. Alors le reportage propose également de nombreux témoignages de colonels, de généraux, de spécialistes militaires. Et là j'ai choisi un extrait, celui de Vincent Desportes, qui est général de division, parce que je crois qu'il éclaire rapidement sur les conséquences politiques des manques de moyens de l'armée. C'est un problème que vous venez de soulever. Plus que jamais,
TV Liberté est LE supporter de l'armée française. Voilà, donc ici vous êtes dans la soute, vous voyez une soute configurée pour faire de l'aérocordage, plus particulièrement de la corde lisse. Qu'est-ce que c'est? On fait tout simplement descendre des commandos à partir d'une hauteur stationnaire de 10 mètres via cette corde lisse. Voilà. On demande beaucoup à l'armée. Théâtre des opérations extérieures, mais aussi sécurité intérieure, avec les opérations de police devant les bâtiments publics, baptisées Opération Sentinelle. On demande donc beaucoup à notre armée, et on lui donne peu. Nous devons garder cela à l'esprit et en faire un élément de décision pour les prochaines échéances électorales. Les armées françaises sont de plus en plus sur un modèle qui lui permet de gagner des batailles relativement brillamment, ou très brillamment même, comme pendant l'opération Serval au Mali, et de moins en moins capable de gagner des guerres. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Afrique. Nous avons conduit en 2013 l'opération Serval de manière parfaitement efficace. Et l'opération Sangaris en Centrafrique qui a été ouverte très peu de temps après. Et en fait, il a fallu déshabiller l'opération Serval pour aller habiller l'opération Sangaris. De la même manière qu'aujourd'hui, on est en train de déshabiller l'opération Sangaris pour aller habiller l'opération Barkhane de lutte antiterroriste contre le désert. Qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est que au Mali, il y a 1 an et demi, nous avions reconquis de vive force, avec le sang des soldats français et tchadiens d'ailleurs, l'Adrar des Iforas. Nous avons été obligés de le quitter, et les terroristes sont venus se réinstaller. Il y a 15 jours, un nouveau soldat français est mort dans la reconquête de cet espace que nous n'avons pas pu tenir par manque de troupes. Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Nous sommes très très loin d'avoir atteint le résultat politique qui a été recherché, c'est-à-dire la stabilisation de la Centrafrique et le rétablissement de la sécurité dans Bangui. Eh bien, là encore, nous sommes obligés de partir pour la mission n'étant pas remplie, pour aller ailleurs. On voit donc en permanence, on déshabille une opération pour habiller l'autre, et qu'au bilan, nous n'arrivons pas à parvenir au moindre résultat stratégique, donc au moindre résultat politique. Et ça, c'est une vraie difficulté. Voilà l'armée française. Vous étiez aussi en Ukraine en 2015. Oui, alors là c'était beaucoup plus dangereux, c'était dans les zones de combat. J'ai d'ailleurs failli laisser ma peau. J'ai attrapé une grave maladie là-bas. Ça aurait fait le buzz. Maintenant une maladie, c'était pas drôle. Les conditions d'hygiène sont vraiment catastrophiques là-bas. Il faut vraiment le voir pour le croire. Hein. Donc non, ce n'est pas mon métier. Je ne suis pas journaliste. Je le fais pour 2-3 raisons. 1, me mettre à la place de ceux qui travaillent pour moi, c'est-à-dire inverser la situation. 2, le plaisir. Et 3, défendre parfois des causes qui sont un peu oubliées. Au moment où on avait fait l'Ukraine, c'était au début de TV Liberté. Et franchement, personne n'avait été tourné dans la sphère de la réinformation. Personne n'avait été tourné sur place pour montrer la réalité telle qu'elle s'offre à vos yeux. Est-ce que tout le monde peut faire du reportage pour TV Liberté? À la limite, si quelqu'un a même un iPhone de qualité, est-ce que c'est important pour nous d'avoir ces images-là? Bien sûr. S'il voit quelque chose? Bien sûr, il faut que personne se gêne, je pense, de faire du journalisme sur l'instant, quoi. Maintenant, avec les smartphones, à mon avis, Arnaud pourra me confirmer qu'avec les smartphones, on peut faire des images tout à fait qualitatives. Parce que j'ai donné une marque, moi, j'ai dit une marque là. Avec un téléphone intelligent, on peut faire quelque chose de intelligent. Oui, très bien sûr. Surtout avec un petit pied, en prenant quand même l'habitude de bien mettre le téléphone à l'horizontale et pas de filmer, comme on le voit beaucoup sur YouTube, à la verticale. D'accord, à l'horizontale, et puis essayer de prendre des plans fixes, pas tourner dans tous les sens. Hein, voilà. Ok. Il y a aussi des réalisateurs qui ne sont pas là, mais qu'on pourrait citer. Les absents n'ont pas toujours tort, justement. Vous en choisissez un? On en choisit un, c'est celui qui nous accompagne depuis le début de l'aventure TV Liberté, c'est Guillaume GS. Il a toujours été présent pour nous, c'est un journaliste indépendant de grande qualité. Et dernièrement, sa production a consisté à filmer avec vous, Arnaud Soyer, les conversations donc avec Paul-Marie Couteau. Là, on a choisi de parler aujourd'hui d'un épisode avec Alain de Benoît. On a choisi aussi comme extrait Alain de Benoît qui nous parle de ses souvenirs avec sa mère. Il nous parle de ses racines aristocratiques, mais aussi populaires. On va regarder ça tout de suite. C'est une belle émission. Ma mère était moitié bretonne, moitié normande. Elle était de Saint-Malo. Ses parents étaient à Rennes, où j'allais souvent dans mon enfance. Et c'est évidemment un milieu social totalement différent, mais dont je suis tout aussi fier. C'était un milieu de paysans, de cheminots, d'ouvriers, surtout de paysans.
Et dans mon livre de mémoire, je dis que j'éprouve, même si c'est un peu symbolique évidemment, un certain plaisir à voir des ancêtres qui d'un côté me conduisent vers les milieux aristocratiques, de l'autre vers les milieux populaires, parce que rien de bourgeois, rien de bourgeois. Rien de bourgeois, rien de bourgeois, et ça. Dans les deux milieux, on ne compte pas l'argent, d'ailleurs, on s'en fiche. C'est-à-dire que le fait d'avoir vécu en même temps dans ces deux milieux, je trouve, ça produit un éclairage absolument décisif qui m'a beaucoup influencé et qui a certainement nourri chez moi l'idée qu'au fond, les valeurs populaires et les valeurs aristocratiques sont les mêmes. Elles se complètent totalement, tandis que les valeurs bourgeoises, qui sont des valeurs commerciales et marchandes, n'est-ce pas, ont fait éclater tout cela, et ça, pour prendre un raccourci très rapide, tout cela nous fait arriver au monde actuel. Et voilà, on remercie donc Guillaume GS pour ces belles images. Martial, on en profite aussi peut-être pour remercier tous les gens qui contribuent à la réalisation des images dans un spectre plus large. Je pensais tout à l'heure, quand on a évoqué avec Nicolas de Lamberterie le reportage de Dresde, il y avait, je crois, Lionel Ballan qui vous avait aidé. On pense aussi à tous les correspondants locaux, Nice-Provence Info, Var-Provence Info, je crois, je suis plus sûr de l'intitulé exact. Ça doit être presque ça, on va se faire disputer, mais ça doit être presque ça. Oui, mais c'est pas grave, l'intention y était. Et puis voilà, tout, évidemment, Braise Info qu'on a évoqué tout à l'heure. Et puis c'est des réalisateurs qui filment dans les manifestations contre les policiers, manifestations de migrants, manifestations Antifa, et qui nous produisent des images que nous pouvons... Et alors risques et périls aussi, parce qu'ils ne passent pas les frontières, mais... C'est très difficile. Et puis quand on filme debout, on a un blessé directement. Alors écoutez, il nous reste dans cette fin d'émission à faire l'essentiel. Alors, de manière assez simple et amicale, nous avons, pour marquer les esprits, fait 2 grands prix. Un grand prix du public, parce que celui-ci, il est très simple, c'est vous qui avez décidé, en regardant finalement les reportages, qui avez défini ce grand prix, et c'est moi qui vais le remettre, donc je n'ai pas beaucoup de difficultés et de choix. Et puis, le grand prix de la rédaction, et ça, vous l'expliquerez, vous avez voté... À l'unanimité. Ah bon, alors c'est déjà une chose formidable. Et vous allez m'expliquer ça tout de suite. Moi, je vais donner le grand prix du public. Parmi l'ensemble de vos reportages, eh bien, ils ont été sanctionnés par les téléspectateurs, et plus de 350 000 téléspectateurs ont regardé Syrienne de Julien Rochedy, et c'est donc à lui que je vais remettre ce grand prix du reportage. Julien, félicitations pour cela, parce que pour une première, c'était une belle réussite. Faites attention, parce que c'est quand même, voilà. C'est mieux qu'un César. Je trouve que c'est plus prestigieux, et quand ça sera sur votre cheminée, ça va faire vraiment très très joli, parce que c'est quand même assez grand. Félicitations. Rasseyez-vous. Julien, est-ce que c'est vrai que sécession, j'en parlais à l'instant, c'est quoi l'idée sécession? Est-ce qu'on en parle pour bientôt sur TV Liberté, peut-être, si ça se fait, ce partenariat? C'est quoi votre idée de sécession? C'est Christopher Lann, en fait, qui m'a proposé d'avoir des entretiens avec moi mensuels, où simplement on s'exprime sur l'actualité avec généralement un point de vue à la fois jeune et peut-être un petit peu de biais. On essaie d'avoir un point de vue un peu différent sur les grands sujets et sur aussi des petits sujets. Vous avez beaucoup réfléchi sur la façon d'attirer sur YouTube les nouveaux formats, etc. Vous avez mené vraiment une grosse réflexion là-dessus. Non, pas tellement. Mais il faut la mener. Pendant tout un déjeuner, donc... Oui. Je m'en souviens non, mais en fait, nous sommes vraiment qu'au début, je pense. Qu'il y a vraiment plein de choses à exploiter. Et il y a des nouveaux formats à adopter. Et on va essayer, en tout cas dans ces sessions, c'est plus au niveau des idées qu'on essaie de faire cela. Mais au niveau de la forme, c'est vrai qu'il y aurait des dizaines d'émissions à faire et des choses plus originales, Donc ça sera sur TV Liberté. On a une date à peu près, si ça se fait sur TV Liberté, ça début mars normalement, parce que vous avez eu la gentillesse de vouloir ces sessions sur TV Liberté. Donc début mars, on va enregistrer. Et puis j'espère que pour la première émission, ce sera quelque chose de bonne facture. En tout cas, dans les conditions de studio, ce sera déjà mieux au niveau de la production pure. Voilà, et puis pour un reportage, revenez pour 2017, donc faites-nous un reportage avec votre petite caméra et puis avec votre couteau et le reste. Je laisse donner le grand prix de la rédaction. Le grand prix de la rédaction, donc comme je disais, on a voté à l'unanimité pour Nicolas de Lamberterie.
Pas uniquement, évidemment, pour le reportage qu'on a évoqué là sur Pegida, mais pour tout le travail que Nicolas a fourni. Non pas que les autres soient plus flemmards, mais Nicolas est un des plus fervents collaborateurs de TV Liberté, avec objectivement une progression assez incroyable entre les tout premiers reportages qui étaient un peu plus difficiles. Allez les regarder. Voilà, il faut tous les voir. Et des reportages qui sont dignes de figurer sur des grandes chaînes désormais. L'utilisation, je l'évoquais tout à l'heure, de drones. Donc on est vraiment ravis, Nicolas, de vous remettre ce magnifique prix qui, j'imagine bien, ornera magnifiquement votre bibliothèque ou votre cheminée. Merci. Voilà. Je n'ai pas le droit à la bise. Ah non. Non, mais ça tombe très bien. Après, et ben voilà, écoutez, le après, c'était vraiment ce premier, en toute simplicité, ce premier grand reportage. Qu'était l'idée? L'idée de vous montrer qu'il y a des personnes derrière TV Liberté très nombreuses qu'on ne voit pas. Eh bien, nous essayons de vous les montrer. Ils ont des belles gueules, ils ont des beaux projets, ils font du bon travail. TV Liberté, c'est la possibilité à toutes ces personnalités de montrer leur travail. TV Liberté, c'est pas seulement quelque chose qui suit l'actualité, c'est un créateur d'information. C'est donc bel et bien un média alternatif qui entend prendre la place des médias mainstream qui sont en train de se décrédibiliser de manière définitive. Donc c'est vraiment un projet énorme. 2016, c'était la mise en musique de ce Grand Prix du reportage. En 2017, allez, on double la donne, on double la mise. Il n'y avait pas de mise, donc on double la mise et on revient vers vous. Eh bien, ça sera aux alentours de mars 2018. Avec un tapis rouge, des marches et tout ça. Oui, on fera ça Allez. à Cannes. À bientôt. Merci de nous avoir suivis.